Merci beaucoup à tous d'être avec nous. J'ai préparé quelques petits mots parce que ça m'aide. Donc, encore une fois, merci d'être avec nous. Un merci spécial. On est très contente d'accueillir nos chers dans la foule, Mme Sophie L'Espérance et aussi Alex Patriglini. On vous souhaite tous la bienvenue ici en personne et à travers l'Internet. Je sais que vous êtes plusieurs à être avec nous à divers sites à travers le site de Laval. Donc, bienvenue à tous. Moi, je m'appelle Nancy Azevedo, je suis la coordonnatrice du centre de recherche ici, le centre de recherche Feld, Oberfeld, CREER-AGIA. Et je profite de cette occasion de vous dire quelques petits mots vraiment très, très rapides à propos de notre centre de recherche avant que je passe la parole à nos conférenciers. Donc, en effet, nous sommes un des sites de recherche du CREER, donc du Centre interdisciplinaire en réadaptation du Montréal métropolitain. Et le CREER et nous avons tous une mission d'optimiser la capacité, la performance fonctionnelle, la participation et l'inclusion sociale des personnes ayant une déficience physique, et ceci par la recherche dans des domaines biomédicaux, psychosocial, en réadaptation. Donc, l'une de nos grandes forces ici à l'AGA, c'est le fait que nos laboratoires de recherche sont ici sur site à l'hôpital même. Donc, ça nous permet non seulement de travailler avec les patients, mais aussi ça nous permet de collaborer étroitement avec de nombreux cliniciens. Donc, on est très reconnaissants. Et aujourd'hui, on aimerait mettre en valeur certains de nos projets de réadaptation qui n'auraient pas vu le jour si on n'aurait pas justement ces collaborations entre ces deux mondes, la clinique et la recherche. Donc, quelques petites précisions. Notre symposium sera présenté de façon bilingue, donc en anglais et en français. Et à la fin, nous avons prévu un temps de questions. Donc, vous pouvez nous poser vos questions, soit nous écrivant sur Zoom dans les questions-réponses ou dans le chat, ou vous pouvez lever la main et on vous donnera le droit de parole. Donc, sans plus perdre de délai, je vous présente nos directrices scientifiques qui vont commencer la conférence. Merci beaucoup, Nancy. Je change les diapos à partir de Oui. En fait, moi, j'ai la tâche facile, là, mais... OK. On va utiliser ça prend un PhD pour faire ça. Ça va la pause suivante. Okay. Une petite flèche. Alors, ça, c'est fait. Hein? Ça, c'est fait. Ici, c'est le plan de la présentation, mais je pense que les gens ont déjà consulté Non, c'est pas en ligne. Le programme. Alors, voici notre plan pour aujourd'hui. Alors, nous allons avoir des présentations en diade, chercheurs cliniciens, c'est extraordinaire. En fait, la première sur la robotique par Guillaume Durando. Lui qui va présenter ça, étant donné que les nouveaux chercheurs qui s'est écrire et à notre site il n'y a pas tellement longtemps de ça, et désireux justement d'établir des collaborations avec des cliniciens. Ensuite, une présentation d'Isabelle Simard et Aleki Thomas et Alex Battaglini. Oui. Je vous épargne les titres parce que vous allez les voir tantôt. Suivi d'une présentation de Jessica Hansen, qui est étudiante avec Tatiana Egostova et Filomena Pietrangelo. Je m'excuse si je viens de transformer ton nom. Suivi d'une présentation de Liz Dannenbaum et Joyce Fong, Mindy Levin, Lise Méran et Eva Kehaya. Myriam Villeneuve, qui travaille avec moi aussi, on va présenter un petit peu plus tard. Et finalement, Daniel Tessy et Isabelle Gimina. Avant de commencer, on voulait, j'espère que ça va fonctionner, c'est très facile. On voulait vous présenter notre CRC. Est-ce que tout le monde ici est familier à 100% avec le rôle de la CRC? Coordonnatrice de recherche clinique. Je vois des noms, je vois des absences de réponse. Alors, notre CRC s'appelle Mireia Carrillo. Vous avez ici son extension et son courriel. Une personne très, très importante, surtout dans le cadre d'une journée comme celle-ci. Vous allez comprendre pourquoi.
Alors, sans mettre ça trop long, on a pensé que c'était une bonne idée de vous donner un rappel de son rôle. Elle est là à la fois pour les cliniciens et pour les chercheurs, mais surtout pour faire le pont entre les deux. Alors, son rôle, c'est notamment d'aider les cliniciens qui appliquent pour des bourses salariales afin de faire de la recherche à la JR. Donc, si vous avez le désir, les cliniciens ici, de vous impliquer et d'appliquer, vous allez voir Mireya. Elle est impliquée dans l'intégration des étudiants de la maîtrise professionnelle qui viennent faire un stage de recherche à chaque été. Bon an, mal an, on en a entre 20 et 30, alors c'est quand même beaucoup, ici à la JR. Elle peut vous supporter si vous faites des demandes de financement, nouvelles initiatives au CRIR. Ça, ce sont des demandes qui ont une composante clinique. C'est souvent des questions de recherche qui émanent de la clinique. On peut soumettre une demande de financement au CRIR. Souvent, ça implique chercheurs, cliniciens, chefs de programme et autres. Donc, elle peut faciliter ce processus-là et vous guider. Coordination de l'équipement de recherche pour utilisation par les cliniciens. Ça veut dire que si un clinicien veut utiliser les équipements de recherche pour le traitement ou l'évaluation de leurs patients, c'est par Mireya qu'ils peuvent passer. Donc, moi, j'aimerais ça essayer le système de body weight support, par exemple. Donc, il y a tout un système pour ça. Vous pouvez la contacter. Elle participe à différents comités cliniques et elle aide évidemment les cliniciens à soumettre des demandes de subventions et d'appui salarial. Ça se termine pas là. J'ai une autre, je pense que j'ai 2 autres diapos. Je vais essayer de. Le premier point est le même. Elle est impliquée dans la coordination des demandes de convenance institutionnelle. C'est quoi? C'est quand on a des nouveaux projets de recherche et on veut s'assurer que c'est aligné avec les priorités cliniques, la clientèle, les cliniciens. Donc, elle va être impliquée dans ce processus-là et elle va aider à l'identification et au recrutement. Je vais mettre une petite étoile de participant ici, c'est qu'elle ne va pas faire votre recrutement, mais elle va vous aider dans la procédure pour le recrutement de participants de recherche. Alors voilà, c'est pourquoi Mireya est très, très occupée. Elle organise des activités de transfert de connaissances, par exemple les activités Parlons recherche, auxquelles vous avez pu peut-être assister au courant de multiples, peut-être 3-4 ans maintenant, je pense. Et elle travaille en collaboration avec le CIS de Laval, notamment pour les conférences scientifiques de l'ADAR. Elle va aider, elle va diffuser l'information. Elle est impliquée aussi cette semaine, dans la semaine de la mission universitaire. Et elle travaille en collaboration avec les autres coordonnatrices ou coordonnateurs de recherche clinique des autres sites du CRIR. Alors voilà, Mireya est juste en arrière, elle est très modeste, là, mais c'est elle qui fait tout ça. Alors voilà, vous pouvez mettre un visage sur la personne. Alors je m'arrête, je vais laisser la place à Guillaume Durandeau. Guillaume qui est professeur au département de génie mécanique de l'Université McGill. Je vais nous présenter sur la robotique biomécanique pour optimiser la réadaptation. Guillaume, j'espère que je n'ai pas massacré ton titre. No. Okay, so I'm going to do it in English because in French, I'm more used to do my research in English, so it's more easier, but I can answer a question in French. Okay, so so I say from the Department of Engineering. So I'm more like used to work with like equation, with robots, with mechanical design, this kind of thing. But I still have a big interest in bringing everything that I'm doing in my life or in my laptop to the patient. I really want to have my robots and everything else I'm doing, like making an impact and help patients to rehabilitate. And so that's why I'm going to plan today, like what my lab is doing, what our expertise, and some lead on what I hope we can collaborate on, because since I just started, I'm basically like a researcher looking for clinicians to help me bring my research where it's matters, basically.
Okay, so why robotic? Why using robotic for rehabilitation? Why I think, and I hope that after my presentation, you will think the same, that robotic can really help for rehabilitation and why it's important to bring it here to the hospital, but also later on, I hope, at home, directly to the patient. So I suppose that when you think about robotic, you think about like these big robots that like prepare like put car together and this kind of stuff. Or if you have experience with robotic use for rehabilitation, maybe you know the Locomats, which is one of the earliest like rehabilitation robotic, and you can see it's kind of big thing that take like kind of a lot of space in an hospital that doesn't have like that much space to start with. But I'm not working with this kind of robots. What I'm really want to work with is this kind of robot. So this kind of exoskeleton. So that's the new version, the latest version of like this kind of exoskeleton that's basically very lightweight. So most of like the heavy part, which is like the motor and the battery, you directly put it on your wrist, and you have like just basically cable that pull like a muscle and tendon that pull on the joint and give assistance to the user. So that's kind of the robot that I work with, and that I hope to bring this kind of exoskeleton to my lab here at the hospital. And why we want to use robotics? So it's help for to use less human in the, which I know that here we have a lot of clinicians, so it's not an insult. We need clinician, but like there will be more and more patients. People are getting older, have trouble to move without help, and exoskeleton and robot in general can really help to minimize this need for humans, so that you can really like focus on something that is more important for you. So we can also offer direct support, because since the exoskeleton, you put it on the patient, you can directly, like the exoskeleton can directly help the user to move, do some exercise and so on. And so one of my goals is also to bring this kind of robots to the home of the patients. So that the patients that have already trouble to move around we can directly bring this kind of device to him, so that he can move at home, do this kind of exercise directly being helped by this kind of robots. And also, we can also use this exoskeleton like for everyday use. So like we can have a patient starting the day wearing the exoskeleton and go on with his day, because with that system that's provided, now we can walk faster, we can walk longer distance, and I hope go back to our like society, go back to work early with this kind of assistant that really assists all the time. So, and that's basically what we bring, so less time for the patient to stay in the hospital, so to free up some bed and some time for you, and to have like to have the patient coming less often to the hospital. And so as I say, can start going back to work earlier, to have more social interaction, which is very important for like elderly people that maybe doesn't work, but still have this social interaction that is very important to them, and being able to get more independent, going back to doing grocery by themselves and so on. I think that will help also for the social interaction for them. So reducing the mobility issue, so they have less loss of mobility. So say they can start going out more often, being helped by this kind of exoskeleton. And so something that is maybe more interesting for like the specificity of Canada is that there is a lot of isolated community that have trouble to come to the hospital, going from people from the north of Quebec, for example, where coming to this kind to Montreal for like a very specialized rehabilitation, it's quite like very difficult. It's quite a trip to come for them. So maybe we can have these kind of robotic devices
being shipped to them and having the exoskeleton, the robotic devices directly do the rehabilitation for them. So reducing the number of trips that they have to come to the rehabilitation institute, which can take a couple of hours for them. Okay, so like I showed you this nice exoskeleton, but by himself, the exoskeleton is just a motor with battery. So it's not a smart device. It's like he's going to give you some forces or move whatever you want, but all you know, or you control it, or you say that, okay, you have to do that to help for rehabilitation. You have to give this kind of forces when the patient is walking. You have to give this kind of assistance or forces when the patient try to go up the stair and so on. And that is basically the very difficult part of controlling this kind of robots, because we don't know what the patients need. We don't know what the patient want to do. Like when a patient is walking, I mean, it's also the same for us. When we are walking, we don't really know, like, okay, at which instant you want to stop and start turning. And this is kind of information that we basically need to give to the exoskeleton so that it can assist you. And that's, it's what MyLab is really looking for. And for that, we use like what's called biomechanic or neurobiomechanic. It's by knowing what all the human body is made, what all the brain and the muscle interact to create motion. And how we can record these different elements to inform then the exoskeleton and better help the subject. So say motion, I mean, you know that motion is created by the interaction between the central nervous system, so like our brain or spinal cord, and all they send command to the muscle, and the muscle will start activating, twitching, and start moving the bone, which will create motion. So basically, this information, this interaction between our brain and our muscle, this is what we need to we need to get this information to drive this kind of exoskeleton. And for that, what I'm using is what we call human digital twin that are driven by biosignal. So I forget the O, but it's biosignal. It's basically you have a virtual human. That's so I creating like this virtual version of bone or muscle on the central nervous system, so that we know exactly what the subject is doing at which instant and what is happening like inside us. So we have this kind of model where we have basically muscle and bone, and we can, and when they are driving by, like, so the electrical signal that is sent by our brain to our muscle, then we can know exactly what the subject is doing. So that here it's a video of a work I did during my PhD and postdoc, where we use this kind of virtual human exoskeleton to help stroke patients and spinal cord injury patients, help assist them during some motion. So basically, with this kind of model, we know like which kind of the motion that the subject want to do, like which kind of force is given, but that is good for assistance. But what about rehabilitation? And that's basically where I need people that know more about rehabilitation, know what the patient really need. Because for me, I was like, okay, like I just put the patient inside the exoskeleton, it starts working, and that's good for me. But I mean, I don't think it's good for the patient, you know. But we can do more. We can do more if we have this kind of information. So that's where basically I need help on that, and I'm like really looking forward to work with you all, so that we can really bring this kind of technology, so exoskeleton is human digital twin, to the practice, and like really optimize rehabilitation. And that basically, that will be the goal of my starting fund that I got from the CLEAR here at the hospital. So very quickly, sorry.
So we can also do a little bit more. We can simulate the human. So without really having like directly recording signal, using like machine learning, we can simulate motion. So here we have like a digital version of the hand, and we have basically a machine learning algorithm that will create the muscle control that is needed to do some kind of motion. So like turning the key and so on. And that basically will help in the future knowing the future state of the patient. So if we have a virtual human that's personalized to the subject and we do some kind of interaction, so it can be with a robot or it can be with some object, what will happen in the future? But that's need to be validated basically. So that's for now, it's just in simulation, but at one point we have to go to reality and we need to validate all of this basically. Oh yes, that like we can do the same also for control of prosthetic. So we are basically, if you have an amputee that's lost a limb, we can reconstruct this limb in like virtually and know exactly what kind of motion you want to do. And the same for like assistive devices. So basically the challenge that for me is an opportunity as a researcher point of view is, so like what about plasticity? Like, because we have this model that are driven by this biosignal, but that means that the spasticity that the subject have will also happen in the virtual model. And how we can deal with that with this using robotic devices. So like foot drop syndrome, for example, where we don't have this biosignal, so the muscle control is not really here anymore. So all we drive is a kind of exoskeleton and balance also. So so the exoskeleton is just helping you to move, but balance is very complex because it takes into account very like all the very fine interaction between the brain and the muscle to keep balance. So if you give a little bit of force, the patient will fall. If you don't give enough force, it will still fall. So that is a very complex subject. So that's what it's. Sorry for going a little bit overboard. Question over here. At the end. Okay, sure. Yes. I'm just gonna move this over so people have a easier time. It's okay. And we'll switch. Glasses. Okay. It's because we had yeah, not a problem. Can I stay here? You can stay. I love your sweater, by the way. Anyway, hi everyone. Just wanted to introduce myself. We're going to do this bilingual, so I'm just going to introduce the talk and then hand it over to my colleagues. Those of you that don't know me, Aliki Thomas, I'm an occupational therapist by clinical background, but I'm an associate professor at the School of PNOP at McGill. And I'm really happy to talk about this project because it's very close to my heart. We're not going to spend a lot of time describing scholarly practice. So in a nutshell, scholarly practice is one of 7 core competencies for OTs, PTs, physicians, and nurses in Canada and many parts of the world. It really encompasses many things: evidence-based practice, reflection, judicious use of evidence in different forms of information and knowledge, and is really at the heart of what it means to be a healthcare professional. So our project is about bringing together representatives from education, clinical practice, and research to sort of bridge the gaps between. Sorry, just give me a sec. Who's changing the slides? So essentially, the aims of our project, and this is a 3-year funded SSHRC project with lots of contribution from partners, and you'll see the slide. So we wanted to bring partners who represent the 3 sectors together in Quebec and Canada, and we want to co-construct a plan that really includes indicators of scholarly practice and then solutions for effectively implementing the indicators across different sites in Quebec for now. The indicators are for the moment only in OTPT because this is a partnership development grant. So the purpose is really to demonstrate our ability to form a partnership between these 3 sectors. So it's a foundation
for much more work to come. Why indicators? Well, that's what the CISs and CUSs and our partners asked us for. So everybody really very much cares about scholarly practice, or la pratique érudite in French. But when we asked our partners, they said we would love to have indicators to measure, but also to act as a tool for self-reflection for clinicians. So I'm not going to pass it on to Alex. The joke is that Alex is retired, and I literally dragged them out of retirement for this. We now have a new colleague who's at the helm, but at the time and with a lot of support, a lot of tender loving care, it was Alex that really helped us build the project, and it's coming out of CIS Laval, so I just brought him out of retirement. But Sophie will be taking over the baton. Le problème à la retraite aussi, c'est qu'on perd la mémoire un peu. J'ai pris plein de notes, sauf que le deuxième problème, c'est que je suis incapable de les lire. Mais comme le soulignait Aliki, il y a beaucoup de partenaires. C'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de partenaires aussi, c'est qu'il y a beaucoup de parties prenantes qui font partie de l'évolution, dans le fond, des professionnels qui vont travailler dans le réseau par la suite. Donc, il y en a au niveau de la formation, bien sûr, des universités. Il y a aussi les ordres qui vont encadrer le travail des professionnels. Il y a des établissements qui accueillent comme stagiaires et aussi comme professionnels tous ces ergo et physiothérapeutes. Et des associations qui encadrent, bien sûr, la profession en tant que telle. Donc, tous ces partenaires-là, ça, c'est important de nommer aussi. Le projet est financé par le CRSH, mais chaque partenaire a aussi contribué en nature ou en espèces. Et ça, c'est vraiment une preuve d'implication et de volonté de la part des partenaires, des parties prenantes pour vraiment faire avancer la situation des professionnels. Donc, l'ensemble de ces partenaires, bien sûr, ont chacun une perspective sur les professionnels qui encadrent. Ils ont des mandats particuliers, ils ont des limites, des obligations, ils ont aussi des façons de voir le travail en tant que tel des professionnels. L'un des enjeux, c'est de briser les silos, dans le fond. Chacun a tendance à travailler ensemble. Un des grands buts du projet, dans le fond, c'est de créer une synergie entre ces différentes perspectives pour aller vers une vision commune qui permettait de faire avancer éventuellement le travail et le développement des physio, des ergothérapeutes qui sont les praticiens érudits dans le clinique. Bien sûr, ça bouge tout seul, hein, c'est vraiment pas moi. Donc, bien sûr, il y a un travail d'influence qui peut se faire. Si on est capable d'avoir une vision commune, c'est d'influencer sur, bien sûr, les programmes universitaires, sur la formation. Les universités connaissant mieux et reconnaissant aussi la vision des autres, ça permet vraiment de développer des programmes qui reflètent les besoins et la réalité des terrains. Il y a aussi une influence de la part des professionnels eux-mêmes qui peuvent être reconnus dans ce qu'ils font quand ils deviennent des praticiens érudits. Et finalement aussi, toute la régulation, la politique qui entoure. Donc, si on connaît mieux, on reconnaît et on a une meilleure connaissance, on peut avoir une influence au niveau des politiques. Bien sûr, en termes de bénéfices, il y a beaucoup de bénéfices, on va en souligner quelques-uns d'abord, c'est en créant une synergie, en faisant en sorte qu'on est capable de créer, puis je pense que le projet a démontré, là, il y a eu des discussions qui étaient fantastiques là, avec tous les partenaires, puis ça évoluait vraiment là, de façon vraiment très dynamique vers une vision où les gens comparaient leur façon de voir le travail des praticiens érudits. C'est vraiment fascinant de pouvoir assister à ça, puis je en remercie Aliki de m'y avoir invité. Donc, de développer cette vision commune, ça permet effectivement vraiment d'avoir une meilleure influence et de développer des programmes et un accueil des professionnels qui va se développer. Les indicateurs vont permettre de voir un peu comment ça s'implante dans les milieux, mais aussi quelles sont les retombées au niveau de la pratique et aussi au niveau des bénéfices, quels sont les bénéfices pour les usagers. Éventuellement, on peut dire qu'il va y avoir, bien sûr, on souhaite des impacts au niveau politique. Ça, c'est des bénéfices aussi qui s'en viennent. Mais je vais te laisser, je pense que tu as rajouté un essai sur les retombées à la fin. Mais je vais te laisser aller avec ça. Puis aussi, c'est le lien étroit qui existe avec la pratique. Puis ça, je pense que je vais laisser la parole à ma ex-collègue. Ah, bon, je laisse Non, non, je vais peut-être changer d'ordre, c'est pas grave. Non, il y a quelque chose qui est retourne en arrière, s'il te plaît, Alex. Celle-ci, c'est celle d'après. This one is just to show you that in phase one, what we did is we all got together through a year and a half of conversations to come to some sort of agreement on what scholarly practice means in the different sectors. Was fascinating, and we published this work. And then in the second year, we continued a little bit of that to try to sort of reduce it down to understanding what it meant for all the sectors, what the needs are, what are the supports and barriers for regulators versus universities versus practitioners. Pourquoi ça bouge encore? And so phase one and phase two are done, and now we're finishing up phase three, which is the development of the indicators, so that we can deploy them in the fall, test them out in two CUSs and one RCIS.
Là, je pense pour toi, Là, c'est Isabelle, c'est bon. ça va être ça. C'est dommage que ça L'autre, l'autre avant? Donc, Isabelle Simard, moi, je suis OK. coordonnatrice des pratiques professionnelles à la direction des services multidisciplinaires. Là, moi, mon rôle sur le comité ou en lien avec le projet de recherche, c'est vraiment, je suis comme un lien. Hein. On a parlé de synergie tantôt entre le monde de l'éducation, les professionnels, le réseau. Moi, je représente l'établissement un peu, le style de Laval, en termes de tout ce qui se fait en termes de politique, législation. Puis, dans le fond, ça fait partie de notre mandat aussi aux pratiques professionnelles. Donc, quand on fait un projet de recherche ou que là, on regarde la pratique érudite chez les professionnels ergo-physio, ben, évidemment, on veut s'assurer que c'est toujours lié aussi au code de profession, aux ordres professionnels, au code de déonto. On veut s'assurer que c'est cohérent aussi avec ce qui est enseigné à l'université. Et donc, ça, c'est notre volet transversal aux pratiques professionnelles. Donc, on assure cette vigie-là aussi au niveau du projet. En lien avec les politiques, les procédures qui sont établies dans l'établissement. Parfois, ça peut nous donner l'idée d'en établir d'autres aussi, de faire des ponts et des liens entre tous ces documents-là. Et évidemment, bon, on part toujours du portefeuille de projet, du plan stratégique du ministère, mais tout ça, c'est relié ensemble. Donc, comment on peut les lier? Ça fait partie d'un de mes rôles. On peut aller à la prochaine. Au niveau des pratiques professionnelles, bon, on vise plusieurs choses, mais je vais apporter votre attention aujourd'hui principalement sur les compétences. Le développement des compétences des professionnels, ça fait partie aussi d'un de nos mandats. Et dans le cadre du projet de recherche, on s'adresse vraiment aux intervenants. On avait le lien entre la recherche et les intervenants. Nous, c'est plus le lien entre la recherche, les intervenants et l'établissement. Mais comment développer les compétences? Dans ce cas-ci, des professionnels, souvent, c'est en lien avec, bon, ici à JR, c'est plus des staffs, il y a des soutiens supports en activité clinique ou des spécialistes en activité clinique. Il y a toutes sortes de types d'emplois dans l'établissement qui jouent cette fonction-là, ce rôle-là d'encadrement professionnel. Nous, c'est une des façons, c'est un offre de service qu'on a développé dans la dernière année. On a parti d'une communauté de pratique pour les gens qui sont en encadrement professionnel. Puis, de part et d'autre, je pense que les gens qui jouent cette fonction-là peuvent nous ramener aux pratiques, ce qui se passe sur le terrain, pour que nous, on ajuste aussi nos politiques, nos procédures, mais qu'on donne du soutien aussi à ces gens-là qui sont souvent en prise entre leurs collègues puis la gestion. Comment la recherche qu'on amène ici sur le niveau clinique, un niveau clinique terrain, pratique érudite, de données probantes, de parfaire nos connaissances, quel rôle jouent les gens en fonction de l'encadrement professionnel, dans le fond? Nous, c'est ça le lien qu'on y voit aussi avec la DSM, puis comment on peut développer le soutien à faire à ces personnes-là. Perfect. We're very good on time. So basically, just to give you a sense of what's been happening, so I'm super proud of the first paper that came out. Yes, it's a publication, so of course researchers are excited about that. Alex, well, I don't know what's happening. But it basically tells you about all the different perceptions from the different sectors, where we align, where we don't align, what's at stake for clinicians versus educators versus regulators. So if you want to read it, let me know. I'm super excited because we're just about to launch Adelphi. So for those of you that don't know, it's a consensus building exercise. We recruited about 75 experts across Quebec, Canada, and internationally to look at the indicators. Okay, give us feedback on the indicators, and we've been developing them for over a year. So we will be able to, in very early or late summer, we're not sure yet, depending on the dates, have the final list of indicators. So the CISs and the CIRSs, as you promised, you will be deploying them for us in the fall, and we'll be able to test them out and see how they're responding and if they're doing what they're meant to do. And that's it. That's where we're at. And I think the last is, it was just to thank you all for your time. Did we do it in 10 minutes? We Yay. But I also want to thank, I said merci, but I really do want to thank all the partners and all the support from the CIS, and because it's really been instrumental to open the right doors for us. So that's a very important message for anyone doing this kind of partnership work. Yes. Good morning, everyone. My name is Jessica, and I'm a master's student from McGill University, and Tatiana is my supervisor. She's amazing. And I'm really excited to be presenting today with Philomena, who is a pediatric physiotherapist at the JRH. And we've been working on a project over the last 2 years about evidence-based early rehabilitation for children with cerebral palsy
the co-development of a multifaceted knowledge translation strategy for rehabilitation professionals. A mouthful. So the Early Detection and Intervention for Toolkit for Cerebral Palsy, or EDIT-CP, is an open access online tool that has been created by researchers across Canada, including here at McGill. And this tool provides clinicians and caregivers with accessible evidence-based information about early detection and interventions for children with cerebral palsy. And there are two sides to the toolkit. There's the early detection side, and then there's also the early intervention side. And for the purpose of today's presentation, we're only looking at the early intervention section of the toolkit. However, I really recommend checking out the early detection resource, and I'll provide a link to that at the end. So as many of you know, cerebral palsy is a common childhood physical disability, and it affects approximately 2.5 in every 1,000 live births in Canada. And these children face significant lifelong challenges affecting motor abilities and participation in daily activities. And evidence shows that early and effective interventions may significantly improve lifelong outcomes. However, we often see in clinical practice, outdated and ineffective interventions are often being implemented instead. And this is due to barriers at the organizational level. So this being said, there is a need to develop a comprehensive knowledge translation strategy to bridge the research to practice gap. So what is knowledge translation? Knowledge translation is the process of translating research evidence into user-friendly knowledge that can be applied in healthcare settings. So some examples include workshops, infographics, conferences like the one today, and also tools like EDIT-CP. So this is just a quick overview about what EDIT-CP looks like on our open access website. So as you can see, there are two sides to the toolkit, the early detection side and then the early intervention side. And we're just going to look at the early intervention section. We're first brought to the home page. We have a quick overview about the information that caregivers and clinicians need to know. And then below this, we have 26 different modules presenting evidence-based interventions. So under each module on the toolkit homepage, there's the CP severity, CP type, evidence level, and effectiveness. And this information helps caregivers and clinicians know which intervention may be well suited for their child or patient. So let's say we want to learn more about acupuncture and we're a clinician. We click on acupuncture. We're brought to an introduction that quickly overviews what acupuncture is, maybe the history. And then below this, we have some resources helping the clinician become certified, for example. And then we have parent and family information. And these are frequently asked questions that were co-developed with parent partners. And this is a really useful tool for clinicians to direct their families into learning more about this intervention. So what are the risks, any side effects, things like that. And then lastly, we have the clinician information section. So this presents different outcomes that have been evaluated using research. So a quick summary of the research, and then we have a conclusion that supports clinicians in deciding whether or not this intervention could be a good fit for their patient. Really quick summary. I really recommend checking out this tool. It can be really useful. So in clinic, EDIT-CP has been introduced to our team, the pediatric, c'est la développemental. So where the CP children classified. And we treat from 0 to 5. So this was the toolkit designed for this. It's really a toolkit with the latest evidence-based interventions. And as Jessica said, you go in, you check the summary of each intervention or the one that you choose. And it facilitates the clinician for decision-making and even for discussions when in with colleagues or peers. It was developed in mind to be accessible and easily adapted. So you can take a certain treatment, look at the summary to see does this match your patient and fit into the desired goals of the child and the caregiver. As well, it's also a valuable resource for the caregiver, there's a section for the parent to go in and read about the intervention as well. And then this can enhance their understanding. And we know that the parent is more involved in the child's care, and that makes for a good collaboration in clinic. Okay, so developing this knowledge translation toolkit and the strategy that I'm going to talk about, we've co-designed everything with clinician and parent partners, and this has added a lot of valuable insights into the effectiveness of the strategy that I'll talk a little bit more about.
So as previously mentioned, the Edit CP toolkit has been developed, which is a really useful knowledge translation tool. However, evidence shows that developing a more comprehensive strategy that can be tailored to contextual differences may be more effective in supporting evidence-based practices. So we developed a multifaceted strategy. So we developed an online training program. We also sent weekly newsletters. And then lastly, we have site champions at each of the sites. And this strategy is tailored for pediatric rehabilitation professionals. A very brief overview. All in I think also I forgot to mention for occupational therapists, speech therapists, and physical therapists. The interventions are geared towards these therapies. So we're currently evaluating the effectiveness of this strategy at pediatric rehabilitation sites in Montreal and Toronto. I witnessed firsthand the collaboration with the research team, and I love it. I mean, from the beginning, I was able to be a part of this study, being able to collaborate, to share insights from my peer clinicians, bring it to the research team. It helps, I think, this communication from the beginning helps the researchers to see what are the challenges that we face in our day-to-day as clinicians, what are the successes, and how can we best put these into place. As well, the promotion of evidence-based practice. We were talking the previous discussion of the Leakey's project and company. I think to continue to promote evidence-based practice, you have to support each other. The two teams, the research clinician collaboration is important from the beginning. I was also very fortunate to attend professional development conferences. Well, there's one coming up at the Kids Brain Health Network, and also being co-author on papers gives me a chance give my insight as a clinician as well. As with any new practice being implemented in our healthcare system, there are challenges. As we know, the time constraints of the therapist training costs. Some of these interventions are not our mainstream or regular interventions that we're used to using, and expenses for equipment, if ever, is needed. As well, when putting in a new intervention, we need adaptability on the part of the clinic and the organization. So the organization is key, has to want to fund these types of continuing knowledge translation projects, but actually putting them into place. And to sustain, what the main thing is to keep it going, to keep this collaboration of research and clinical work. Again, I think putting in a site champion, as I was myself, but we're still in the project, is a great way to keep that communication. The therapists feel comfortable giving their opinion. And so this works as a nice way of communicating with the research team. So overall, through developing this knowledge translation strategy and working together with clinicians and parent partners, we've been able to support the uptake of evidence-based practices, ultimately with a long-term outcome of supporting the lifelong well-being of children living with cerebral palsy. And through working together with Philomena, we've been able to tailor the strategies, understand organizational differences, red flags, and barriers to ensure that we can develop a strategy that's relevant and meets the specific needs of whatever site we're working with. Plus, it's fun. So I want to leave it on a question. How do we address the challenges to promote the sustainability of knowledge translation strategies like ours in healthcare settings? And this is currently a barrier that I think a lot of researchers in this field are facing, and something that we're looking forward to tackling in the future. Thank you. Thank you. Yes. Okay. No, we'll go back. All right, so there we go. Okay, good. Sorry. Welcome, Mindy. I'm sorry. I'm sorry. Okay, thank you for everybody for listening. I'm going to present this alone today, but I just want to give you a quick overview of some of the projects that we're doing in collaboration with our esteemed colleagues in the clinical setting, administrators as well as clinicians.
And clinicians, when I mention that, I mean the doctors and the physiotherapists and occupational therapists who are all involved in the research that I do. So I deal with spasticity. I'm going to discuss two projects that we're doing with identifying spasticity, and another project that is upper limb rehabilitation in people with stroke. Also, this affects people with stroke. So our main questions are, who gets spasticity? Why do they get spasticity? And then how are our treatments effective, and how do we treat it? Let's go by itself. The arrow down. Arrow down. Okay, so here's two research projects that we're doing about spasticity. They have very long and complicated titles, but just to let you know that one is called Changing Practice, and that was actually launched by a grant from CREAR, which we really appreciate because we could get a good collaboration with the clinicians on this one, where we want to identify spasticity, who develops spasticity in acute patients. And I'll go into more detail in a minute. And the second one is when we is funded by a group consortium of people from Europe and from Canada, Spain and Belgium in particular. And here we're looking at the effect of botulinum toxin versus dry needling on management of spasticity in the lower limb. So first I'll talk about changing practice, and this is, sorry, I forgot to take off the animation. Okay, the changing practice, both of these projects are longitudinal. So we start with, in this one, we start seeing the patient in the acute hospital as soon as possible after they've had the stroke. That is very difficult because we have to collaborate with a lot of people. We have to get into the hospital. We have to know their schedule and do all that stuff. I won't bore you with that, but we are managing quite well, actually. And we have sourced the patients from different hospitals, including Cité de la Santé, the Jewish General, and the MUHC, the neuro. So patients get coming into the study, and they're assessed in the first week at bedside with an array of tests, which I'm going to show you in a minute. And then we test them every week for 12 weeks, and then we wait 4 weeks and test them again. So it's a 16-week treatment. It's not a treatment at all. It's just an observational study where we're looking at the effects of the actual evolution of those patients over time. But the key thing is that at week 6, we do a very special brain imaging technique. So this isn't the usual imaging technique that we get on the 1.3 Tesla machine that everybody gets to identify where the lesion is. That we know, but we're also getting a DTI, which is a diffusion tensor image of the connections between the cortex and the midbrain, and the connections between the midbrain and the spinal cord. It's a special technique that's been developed by our colleague, Dr. Julian Cohen-Haddad at the École Polytechnique. It's open access. It's called the Spinal Cord Toolbox. It involves a 3 Tesla machine. We do it only at the neuro. So all the patients come down to the neuro, and we do this, and then he does the analysis. And the special thing about this is that we get not just the cortical spinal tract information, but we get the reticulospinal tract information. And this is the tract that's more important in the development of spasticity. So we're going to know what's the damage on these 2 tracts in this particular individual, and then look at the evolution of the development of spasticity. And we're looking at that through different ways. And one of them, so in the other project, we use the same suite of assessments. Now we're taking people who are chronic and they are seeking treatment for spasticity. And we're saying, okay, these people have already developed spasticity. We're going to do the same brain imaging. Okay, so we're going to find out more about that. And we're also going to do a treatment of either Botox, which is the only officially recommended worldwide treatment for spasticity, Botox injection, and also dry needling. And the dry needling is usually used, it's like acupuncture needling. It's usually used for the control of pain. But in Europe, they're using it quite consistently for the control of spasticity, not here and not in North America.
So we don't know why, but anyway, we're trying to we're not really trying to introduce it. We're just looking at these effects. And we're just one of the 3 sites that are looking at the research. So we do this, like you can see, very complicated thing, but it's treatment up to 14 weeks. We do 12 treatments of dry needling, 1 injection of Botox. Because the effective Botox should last 3 months, sorry, and the 12 treatments of the dry needling also last 3 months. And then we look at all these different outcome measures, which I'm going to go over in a minute, and we do a follow-up. And the reason for this is that we don't really know a couple of things. One is, what are the actual effects of these 2 different interventions? What are the safety features of the dry needling and the Botox? And what is the level of patient acceptance of these 2 treatments? And which one do they prefer? What are the side effects? What are the other things? So we're looking at the not just the patient acceptance, but also the cost effectiveness of these 2. Okay, so these are the tools for the clinical tests. You can see them all kind of listed here. So we will do this whole array of testing. We do the traditional testing of range of motion and sensation and force and reflexes. And squished up at the top, you see this machine. And that's our way of measuring the reflex activation using what we call the tonic stretch reflex threshold, which we measure in the spastic muscle. So that's just another more say neurophysiological way of looking at the effect. So it's not just clinical measures, but we also have the other measures. And in the dry needling Botox study, we additionally do imaging of the muscle, see what kind of damage happens when you needle versus doing Botox injection. So we're looking at things at the muscle level, the spinal level, and at the activity level. We're doing some data analysis with wearable technology and lots of, I see there, you see the quality of life, patient acceptance, and cost analysis. So we're trying to get a whole global picture of it. Patient recruitment procedure is the same for both of them. I don't have to go through this, but we've worked it out so that we can really get in touch with the people who are seeing the patients, especially when the patients are referred from the acute hospital. We follow them because they've already been consented. But then patients who are coming into the Botox study have to be identified on site. I'm not going to go into the great details, but we have a whole thing worked out. So project 3, if I still have time. A few minutes. A few minutes. Okay, this is only 2 slides. So I wanted to mention another study. So these 2 spasticity studies are going to take a long time. The first one, we actually need a cohort of 90 people to be able to make predictive models of which patients develop spasticity. Okay. The other study, the Botox, we should take 3 years because we're doing 30 patients per country. So, and we have grant for that. So we should finish that. But the main things that I do are movement rehabilitation. And I just wanted to describe this, the study that we're doing with error augmentation using virtual reality. And this is done in collaboration with people from, in the robotics and virtual industry. So we have this very simplified, you can see the picture on the top left, very simplified, reach for this object. It's not very, very exciting, but the patient gets feedback, the patient likes it, and the patient works a lot to get that smiley face and to get a good percentage of successful trials. But unbeknownst to him, we add an error into the image that he's seeing on the screen. It's called error augmentation. So when he's going this far, the avatar only shows that he's going. So he has to go further. So we're forcing, it's implicit learning, and we're forcing him to try to get there further. So this is what we're doing, and we do a 3-week training, and then for those who are able to do this, because it's not easy, it really does take a lot of effort. For those who are able, they could also be involved in a 9-week intervention I would do. And that's all. Oh, perfect. Nobody look.
Thanks, Lindsay. Hi, thank you. So I'm presenting Sistaval JRH Vestibular Rehabilitation Services, which is a clinical research bridge. The idea of linking the two things together, vestibular rehab and clinic and research. And normally since I've been here, I've been working with Dr. Fung, with Joyce. Unfortunately, she can't attend, so she's here virtually. We're also good at virtual. And she helped with the making of the presentation. So the plan of my presentation is to review what is this vestibular services and to review examples of our research that we've done in the past, presently, and hopefully our future plans that show the link between the clinic and the research. So first, what is vestibular rehab? I could ask my student, but I won't. So it is the use of specialized maneuvers and exercises to facilitate recovery from disorders of the vestibular system. So the key symptoms that we treat are vertigo and dizziness from the vestibular system, gait disturbances, balance difficulties, or blurred vision on head movement, all with the vestibular origin. What's really interesting of our clinic, well, I think, is the way it was formed. A lot of people can do vestibular rehab, but in our hospital here in this CIS, we've developed that we're a specialized pure vestibular rehab center. So it's not just some people have some experience in vestibular, that's basically the specialty, all the clients. And so all the experience is that. And the way it was formed was also really interesting, is that it was a combined form of different hospitals and different centers you can see on the left, and also a mix of researchers, clinicians, and doctors work together to develop how we should have a vestibular program. And after all this thinking together, what we have is a outpatient program. It's a half-time physiotherapist, which has been me for the last 24 years. The patients are referred from the outside. They can be referred from otolaryngologists, neurologists, family practitioners, or therapists. We used to only take from ENTs, but we've enlarged it. And then the patients are evaluated. A treatment plan is developed. And on completion of the treatment plan, then a discharge note is written and sent to the referring source. So that's our clinic. Well, when we were doing the clinic, we said, since we wanted to see, so who do we treat? So since we're linked with the research, one of the first projects, not the first, was to review the 2 years of patients that we had. So we had a database at that point, and we looked at all the clients. And we want to see what's the population that we treat. And what we saw is the majority have BPPV, which is benign paroxysmal positional vertigo, which is a simple, typically a simple vestibular problem, peripheral problem that we can treat. But also the second major group are people that are being referred without a diagnosis. So then you have to then use the clinical skills to develop what they really have. The other very interesting finding from this review was that we asked the patients, what's your goal? Your doctor sent you here, but what's your goal of vestibular rehab? And almost all the patients, the majority, was to reduce their dizziness, which took a big shift because initially as a therapist, you think balance, physical, where can I treat? What can I help? What amplitude can I get better? How can I make you walk better? But some cared about their balance, but the majority cared about their dizziness. So we had to sort of switch and focus on the dizziness. So there are some scales for dizziness, but one of the key problems of dizziness that our patients have had is this dizziness stimulated by visual environments. And we used to say, oh, those patients are agoraphobic, it's all psychological, but it's not, because too many patients and not in all of vestibular rehab therapists realize, like in Europe and in the United States, realize we're seeing all these people that are describing this. So we decided to try to make a scale that would pick that up. So we made this scale, which is an adaptation of another scale. It's 10 questions that they answer on a visual analog scale. And then we get a number of how dizzy the clients are.
And this scale, we did we did 2 little projects on it, and you can see that it separates with all the therapists upstairs in the orthopedic clinic when we had one would screen their patients with the visual vertigo analog scale, and I screened all my patients. We had 100 in both groups. The orthopedic patients was except migraines, and you can see it separates the 2 clients. And this scale has been really accepted, which is nice and surprising. It's been translated into 10 languages and translated to apply to the pediatric population. But we realize there's a problem with this scale, even though it's good. The problem with this scale is that, one, when we had COVID, so nobody went outside, so none of this was non-applicable with everything. Also, because sometimes where I go to my supermarket isn't the same as where you go. So when we're comparing my dizziness, we're comparing almost apples and oranges. And also, sometimes when the patients would even report it, they would first say, they thought of their local supermarket. And then when I discharge them, they write the same amount of dizziness, but I see you're doing so much better. How come? But the reason is because first they were going to their supermarket and now they're going to Costco. They just went to Costco last week and they're comparing their local supermarket to Costco. And you're like, that doesn't work. So if I provide the same stimulus, also for research, if all my clients are looking at the same stimulus, then it's useful. So this project, we got a Career Nouvelle Initiative, so that was really great, thank you. And we also had the M1 research project. The students helped with this project initially, and then we continued it. So we made 5 little videos. The students is the we. And one of their students is actually working upstairs in this as a physio now. So that's Jasper. So we have 5 videos, and we have the clients watch the videos, and rate their dizziness on an analog scale. So, and we found that this what's interesting is it's just as good or better than the paper version, and the controls, you don't even see them because they didn't produce any dizziness. So this is showing 10 patients, but now we've completed the collection of data. We have 50 patients and controls, and we just have to analyze it. So now we know that the visual information makes the client dizziness, but we were still thinking, so they're dizzy, why? So we know from research that their brain integrates the information differently. That's this example is by Risselli, that we know that these people become what we call visually dominant. They're using their visual cortex much more than their temporal cortex, and parietal cortex. What's really interesting from this study, he had the clients watch a video of a roller coaster and the controls, and the patients' occipital cortex would light up and use more, and the controls were using the parietal temporal. And then they linked how much the occipital cortex lit up to the Dizziness Handicap Inventory, which is a global dizziness questionnaire, and they were directly related. So that's pretty cool. But we want to know, but do the eyes do something different? And if the eyes do something different, maybe we should be training that. Or is it all perceptual, which then we have to train perception. So we're not sure. So this we got, luckily, a grant from OPPQ Repart. And I've been assisted by summer students that have come to work just in the summer. And by Yun Yi, who's a PhD student. And he's now trying to get to his visa so he can go present this information in Europe. Where we had the clients wearing a Fobi, so we can monitor their eye movement while they watched videos that would provoke the visual vertigo. This train here would move. Sometimes just the train would move. Sometimes they had a fixation point, like a balloon. Sometimes the balloon would move, which is the fixation point. We wanted to see if the patients did something different from the controls. So we're not finished this. We have one more patient to collect, because for some reason, since COVID started, we were having for a long time less 3PD, but now they're coming back. So it took a while, and you can see that when there's nothing moves, they're both the same, the controls and the patients. And as we have movement, there is a difference in the eye movement, but we have to analyze it more. And our present project that we're doing is looking at, so we know the eyes move different, but how do we evaluate the eyes? There's no clinical good
tool to evaluate the eyes yet. There's fancy tools, or it's all qualitative. You write saccadic pursuit, dizziness provoked. So we wanted to make a scale that would be clinical. So we looked at the research. This we do not have a grant yet, but we've used summer students from the McGill M1 projects, research projects. So last year we developed the tool, which was 9 subtests. And we had 10 patients that are acquired brain injury and 10 controls. And you can see we could separate the groups. Now we're running 50. We have another M1 project. We're going to check 50 patients with traumatic brain injury. So that's with the help of my team, Programme Spécialisé, for the traumatic brain injury team. And we'll get 50 controls, and we'll see specifically in those group, and we'll link it to functional things, tools. And hopefully the year after, we put a request to check it in children in the primary school age level. And so that's the present research and a bit of the future. And we have 2 other ideas maybe that we'll do is checking for BBPV on people who are using eye drops, because that position may cause the crystals to fall in. And hopefully to go into the field a little more of pediatrics, because everybody knows adult vestibular. And nobody in Quebec is knowing the idea of pediatric. Well, not nobody, less people are knowing. And I just want to mention this beautiful rose, which is showing our scale. It's going to be our symbol, was made by Mireille's daughter. So I'd like to thank you all for Let's just get back ahead. Pendant qu'on trouve notre présentation. C'est juste la première diapo. Puis, comme Alex, moi, je suis pas complètement à la retraite, mais je suis semi-retraitée. J'ai des petites notes. Je devrais être capable de les lire. Je laisse la parole à Eva. So I'll just start with a little bit of an intro. Today is all about the collaboration between researchers and clinicians. And for us researchers, it's our bread and butter. That's what we do, research. But for clinicians to collaborate, there have to be the right conditions in place. And Anouk earlier presented Mireia, the clinical research coordinator. A couple of times you heard the mention of CREER has a specific program that's funded. But what I want to talk about very briefly, is what prompted this particular research. And Alex, in your function as Directeur de l'Enseignement de la Recherche, and I probably am missing something in this title, in 2017, you organized a Journée de la Recherche at the CIS. And during that Journée de la Recherche, thank you for the note, during that Journée de la Recherche, there was a speed dating for clinicians. And not only a speed dating, but that was linked to a program that you had launched at the CIS, which kind of mirrored the salary awards that CREER has had since its inception, since 2000. So Lise participated in that speed dating, and that's kind of course, she participated with all the questions and problematic that came from the clinic, pediatrics. To what extent can we do something with a long waiting list? How can parents be more involved? Parents are the knowers of the situation. They know their children. They live with their children. How can they, is that okay? So based on all of that and all those questions that Lise carried from the clinic, you applied for that special program, which was funded, and then one program led to the next. Unfortunately, Barbara Mazer, who was the main researcher around, I worked also with the team, but it's really Barbara who worked with Lise. She can't be here today. She's away. But Lise, it's over to you. And Bonjour tout le monde. Alors, Lise Méran,
ergothérapeute, je suis clinicienne chercheur membre du CREA. Donc, j'ai rempli tous les formulaires en bonne et due forme. C'est pas juste le seul avantage. Non, il y en a plein d'avantages que du positif. Donc, aujourd'hui, je suis contente de vous présenter un bref survol parce que dans le fond, j'ai fait une présentation déjà en mars 2022 là, aux Journées de la recherche là, concernant une partie du projet. Puis, je veux surtout engager plus la discussion sur les facilitateurs et les obstacles dans la collaboration, là, qui est le thème de la journée d'aujourd'hui. Donc, comme disait Eva, c'est venu de questionnement clinique. Donc, on a eu une réflexion d'équipe en pédiatrie, là, le département de pédiatrie, sur l'accompagnement et la mobilisation des parents. À l'époque, moi, j'animais aussi des groupes de parents. On se rendait compte qu'on offrait des groupes comme ça aux parents, qu'il y avait plusieurs parents qui étaient intéressés à la base, mais quand on arrivait concrètement, la journée où se tenait l'atelier, par exemple, il y avait eu une grande baisse là, de participation là, de la part des parents. Donc, on voulait s'assurer de maintenir un bon partenariat avec les parents, puis comme disait Eva, en réduction de services, on voulait s'assurer que ces parents-là soient bien outillés. Donc, on a voulu pousser un petit peu plus loin pour comprendre quels sont là, les outils qui pourraient nous aider, compte tenu que les thérapeutes mentionnaient une certaine difficulté à s'ajuster au vécu des parents. Et par ailleurs, on constatait qu'il y avait des parents qui avaient de la difficulté à s'approprier leur rôle de vecteur de changement au quotidien pour s'approprier les stratégies là, vues en réadaptation. Donc, je présente les objectifs à la base de notre projet de recherche. Et effectivement, c'était de trouver les meilleurs moyens pour pouvoir favoriser l'engagement des parents, que ce soit des choses qui soient pratiques dans leur quotidien, mais aussi de voir est-ce qu'il y a une offre de services qui peut être mise sur place pour faire progresser les parents et les cliniciens dans cette optique-là. Puis le but, c'était vraiment là, de tenir compte de la réalité des parents, mais de tenir compte aussi de la réalité des cliniciens. Donc, ultimement, on a voulu évaluer, dans le fond, l'impact de cette offre de service-là qu'on a appelé le PEP. Ça fait PP, là, hein, on voulait embarquer toutes les cliniciennes dans notre projet, qui est le programme d'engagement des parents à l'époque. Alors, on a voulu voir l'impact que ça avait, cette formation-là, sur les cliniciens, mais aussi l'impact, ultimement, sur les parents, sur leur capacité d'auto-appropriation. Alors, je fais un bref survol du plan de notre projet parce que, dans le fond, j'ai pas nommé au départ, oui, on avait des chercheurs, mais on a eu 2 parents partenaires. Ils sont encore présents dans notre équipe de recherche. Puis, je veux juste, dans le fond, pointer les aspects sur lesquels on a eu vraiment une aide importante de la part des parents partenaires. Alors, la cueillette d'informations via les groupes focalisés, les entrevues individuelles. Alors, Véronique et Pierre ont participé avec notre équipe de recherche pour former, élaborer les groupes focalisés, les questions à poser, tout ça. Et c'est même eux qui ont animé les groupes focalisés avec l'assistante de recherche, là, Lina Yanni, là, à l'époque. Ils ont participé à l'élaboration de l'offre de services. Ils ont également participé à l'élaboration de 12 outils cliniques dont on va vous parler dans quelques instants. Puis, ils ont participé à l'évaluation du projet pilote. Alors, ce que j'ai trouvé intéressant aussi dans ce projet-là, c'est qu'on a eu l'aide d'étudiants de McGill, de la maîtrise, concernant l'évaluation des cliniciens qui ont eu la formation PEP. Puis, dans le fond, ils se sont concentrés sur les outils de mesure pour les cliniciens, mais nos 2 parents partenaires ont participé aussi à la sélection des outils pour les parents. Donc, il y a eu une présélection de fait par moi avec Eva Barbara. Les parents partenaires ont donné leur avis sur les outils d'évaluation, puis sur un petit sondage aussi qu'on a créé pour pouvoir passer, dans le fond, les questionnaires à 8 autres parents pour tester, là, dans le fond, la pertinence là, des outils de mesure qui étaient sélectionnés. Alors, je présente les ateliers de formation PEP. Donc,
Il y a eu du mentorat, mais il y a eu des ateliers de formation aussi pour les cliniciens donnés par moi-même. Donc, il y avait une portion plus théorique où on a abordé la théorie de Phoenix, qui est une approche qui est centrée sur la famille. Et aussi, on regardait ensemble des notions de mobilisation des parents. Alors, on a fait également 2 outils de mobilisation. Un guide de pratique qui, essentiellement, là, le nom a changé, mais je vous en parle dans quelques diapos. Mais le guide de pratique était surtout un guide sur les rôles des parents, les rôles des intervenants, pour qu'il puisse y avoir un échange entre les parents et les intervenants sur quels rôles sont en mesure d'être assumés de part et d'autre. Et un journal de bord qui constituait vraiment comme une idée de quelle stratégie, quel exercice mettre en place, puis comment faire une rétroaction lorsque le parent tente de reprendre des stratégies là, à la maison. Et comme je disais, les 2 parents partenaires ont travaillé avec nous pour élaborer à la fois le guide et le journal de bord. Et un deuxième atelier est à faire après un temps d'essai de 12 semaines, 10-12 semaines, pour revoir avec les cliniciens mais quels sont les facilitateurs ou les obstacles dans l'utilisation des outils, puis quel était l'impact sur le suivi là, des clients. Puis, on recueillait, échangeait, émettait des commentaires pour pouvoir ajuster l'intervention par rapport à nos 2 produits de guide de pratique et journal de bord. Alors, les résultats, on a eu des résultats quantitatifs. Là, je ne reviendrai pas vu que ça a fait l'objet de la présentation en mars 2022. Mais pour ceux qui n'étaient pas là, on a recueilli aussi beaucoup de commentaires via des questionnaires ou même lors du 2e atelier sur l'impact que ça a sur la pratique des cliniciens, mais l'impact aussi sur les parents. Donc, on voit vraiment qu'il y a eu des impacts positifs là, au niveau de la relation thérapeutique, puis au niveau des habiletés des parents, ce qu'on souhaitait au départ. Le défi que j'ai rencontré, que nous avons rencontré en tant qu'équipe de recherche, ben, la pandémie a créé un délai au niveau de l'échéancier. Puis, ça a eu un impact aussi sur l'implication des étudiants de McGill. Comme ils n'ont pas pu venir sur place, mais dans le fond, l'évaluation des intervenants qui ont eu la formation PEP, il a fait la sélection des questionnaires, mais moi, j'ai dû prendre la balle au bon et eux ont fait un formidable travail. Ils ont créé un site Internet là, sur les approches centrées sur les familles. Donc, ils ont eu quand même un prix pour ça. Donc, ils ont travaillé fort. Les procédures d'application pour la poursuite du projet. Alors, au départ, on avait eu des fonds pour les premières étapes jusqu'au projet pilote. Donc, tout ce qui était évaluation de l'impact du PEP sur les cliniciens et sur les parents, ça, on a dû refaire une demande pour modifier notre projet pour pouvoir le poursuivre. Fait que ça, c'est sûr que ça crée des délais aussi. On veut s'assurer que le comité d'éthique ait le temps de regarder tout ça, répondre à tous les critères. Fait que c'est des petits délais de temps. Recrutement des parents pour compléter la classe. Actuellement, on est en train de recruter des parents. On souhaitait avoir une vingtaine de parents, mais dans le fond, la réponse n'est pas aussi enthousiaste qu'on le souhaiterait. Puis, il y a eu quand même la réorganisation des services en pédiatrie depuis janvier 2023. Donc, les cliniciennes ont été beaucoup sollicitées sur d'autres choses, d'autres projets, d'autres comités, qui a fait en sorte que quand moi j'arrivais avec le projet de recherche, ben c'était pas nécessairement la priorité du temps, mais on est encore dedans. Fait que c'est ça l'important et je me dépêche. Parce qu'il y a eu quand même beaucoup de facilitateurs. Comme je disais au tout départ, il y a eu plus de facilitateurs que d'obstacles dans cette histoire-là qui a commencé en 2017, puis on est rendu en 2024, mais j'ai eu le bonheur d'être jumelée à 2 chercheurs que je connaissais déjà. 2 chercheurs qui m'ont offert beaucoup de support, de conseils judicieux, puis qui ont été là pour me supporter et reconnaître mon expertise au niveau clinique, puis de reconnaître aussi ma capacité d'autonomie à pouvoir diriger un projet, là, tu sais, je faisais mes devoirs, j'étais une bonne élève, mais j'ai eu beaucoup de support de la part d'Eva et Barbara. Une participation enthousiaste des parents partenaires, des parents qui ont été dans les groupes focalisés ou des entrevues, toutes les cliniciennes du programme pédiatrique, philo,
c'est notre projet en pédiatrie. Là, moi, j'ai pris le titre de clinicienne chercheur, mais c'est toute la pédiatrie là, qui est derrière tout ça. Un support positif et constant de la chef de service, à ce moment-là, Madame Laura Salvo. L'implication de tous les professionnels qui ont gravité autour. Puis vraiment, dans tout ça, c'était des soucis communs de la part de tous les acteurs impliqués dans le projet pour le mieux-être des enfants et de leur famille. Au niveau du transfert des connaissances, c'est très positif, tout ça. Fait que dans le fond, les ateliers ont continué d'être donnés en dehors comme du projet de recherche comme tel. Puis, dans le fond, suite à la présentation de mars 2022, il y a eu beaucoup de demandes de la part d'intervenants à l'extérieur du CIS de Laval par rapport à cette façon de travailler sur l'engagement des parents. Puis, M. Yann Desbiens, qui est le gestionnaire là, des trajectoires pédiatriques là, à notre direction, dans le fond, a été enchanté lors de la présentation de mars, puis il a voulu en faire, dans le fond, et je le cite, la colonne vertébrale des trajectoires pédiatriques. Donc, Yann, de son côté aussi, là, a continué de faire en sorte que le projet se poursuive. Et vous voyez un petit peu plus qu'est-ce qui se passe actuellement. Je travaille avec Geneviève Nadon sur une version en ligne de la formation dans une optique plus axée sur le partenariat. Puis Isabelle, on avait déjà travaillé au départ là, sur ce projet-là. Mais, entre autres, le titre de PEP, c'est le programme d'engagement et partenariat. On l'a modifié autrement, mais on s'est assuré aussi d'avoir vraiment une vision dans nos outils et dans la formation comme telle, une vision vraiment axée là, sur le partenariat. Puis, on a été accepté pour une présentation affichée, un congrès annuel là, de l'Académie américaine de paralysie cérébrale et médecine développementale à l'automne. Et dans le fond, tout ce que je trouve de positif dans ce projet-là, c'est que quand, dès le départ, les cliniciens, les usagers et les chercheurs fait équipe, que c'est là qu'on va vers quelque chose de plus, en tout cas, qu'on a les meilleures chances qu'il y ait une adhésion au niveau soit des approches, des stratégies ou encore des protocoles ou des offres de services. Alors, merci. Merci beaucoup. C'est à notre tour, à Myriam et moi. Ça va être Myriam qui va commencer, mais j'ai une petite diapo avant que j'aimerais vous montrer. On a pris un titre plus général, nous, parce qu'on avait plusieurs projets cliniques à vous présenter, mais on a dû faire un choix. Quand je dis plusieurs, là, je vous en montre ici juste un éventail qui ont été fait vraiment en collaboration avec des cliniciens ici à la JR. Un projet de 15 jours en pédiatrie en haut à gauche qui avait été, pour lequel on a eu un grand support. La chef de programme à l'époque était Laura Salvo, puis ça a été tout un défi de faire un 15 jours pour la première fois ici à la JR, je peux vous le dire. Ici, un autre projet en collaboration avec Julie Piché, qui était une question qui émanait de la clinique. Ils voulaient avoir un programme d'entraînement au vélo pour la clientèle AVC. C'est une grosse demande. Ils sont venus nous voir. On en a fait un projet de maîtrise à la maîtrise professionnelle. Donc, on a eu des étudiants d'été pour compléter ce projet-là. Puis, il est encore en cours dans le sens que maintenant, il est appliqué. Donc, il se sert du programme pour entraîner. Fait que vous allez peut-être voir des gens qui sont en vélo l'été ici. Donc, on est très, très fiers de ça. Mais finalement, deux autres petites études dont on va vous parler. Un programme d'entraînement en réalité virtuelle dont je vais vous parler un peu, mais je vais vraiment laisser la place à Myriam avant, qui va vous présenter le développement et l'évaluation d'un programme d'entraînement au piano pour la clientèle AVC. Alors, Myriam. Donc, c'est ça, je vais vous donner, dans le fond, c'est l'exemple d'un programme, d'une recherche qui tire vraiment ses racines du milieu clinique. Donc, c'est un programme d'entraînement au piano pour améliorer la dextérité manuelle et la fonction des membres supérieurs chez les survivants d'un AVC. Donc, comme je disais, l'idée émerge vraiment du milieu clinique. Moi, je suis ergothérapeute. J'ai travaillé quelques années au programme AVC, ici à la JR.
Et puis, comme clinicienne, j'ai vite réalisé qu'il y avait vraiment un besoin de créer des nouvelles interventions qui sont innovantes, qui sont motivantes, puis qui viennent aussi, qui peuvent être des thérapies complémentaires pour augmenter le temps de traitement. Et puis, ben, je suis aussi pianiste. J'ai enseigné le piano durant plusieurs années. Donc, l'idée de mixer la musique et la réadaptation en AVC, c'est quelque chose que j'avais déjà là, depuis longtemps derrière la tête. Et puis, j'ai eu l'opportunité comme clinicienne d'avoir une bourse de support salarial pour démarrer ce projet-là. Donc, dans le fond, quand j'ai eu le support salarial, ça m'a permis de vraiment commencer puis développer l'entraînement. On a pu tester sur quelques participants. Je vais tout de suite, je vais revenir à la diapositive ici, mais je vais juste vous présenter un peu là, pour mettre en contexte l'entraînement au piano. Donc, c'est vraiment un entraînement qui est supervisé. J'utilise un programme qui s'appelle Synthesia, qui permet en fait de jouer de la musique, mais sans avoir à lire de partition. Donc, ça, c'est vraiment un atout. Donc, vous voyez sur l'image, il va y avoir des petits points bleus qui descendent et qui vont venir indiquer quelle note la personne doit jouer sur un clavier électronique. Moi, j'ai créé des pièces qui peuvent être jouées soit à la main droite ou la main gauche et puis qui progressent en complexité. Donc, on commence avec des mouvements consécutifs avec les doigts. Éventuellement, on va aller vers des intervalles et jusqu'à des accords. Donc, 2 notes jouées en même temps. Et puis, dans les pièces, ben, il y a aussi une augmentation de la complexité au niveau du nombre des notes, à jouer au niveau du tempo aussi, donc la vitesse d'exécution, au niveau du nombre de changements mélodiques. Les participants de la recherche font aussi de la pratique à la maison. Donc, on leur remet un petit piano flexible, comme vous voyez. Ils peuvent travailler aussi à la maison. Je vais vous donner, je sais pas si je peux juste cliquer dessus. Juste pour vous donner un petit exemple d'un entraînement. Donc, ça, on parle de plus avancé dans le programme. Donc, idée de comment ça fonctionne. Donc, moi, quand j'ai eu la bourse de support salarial pendant 1 an, 1 journée par semaine à faire de la recherche, j'ai adoré ça. Et puis, j'ai vite réalisé que je voulais pas laisser ça là. Je voulais continuer à faire de la recherche. Donc, j'ai fait le grand saut, un retour aux études. J'ai allé faire une maîtrise en sciences de la réadaptation. Et puis, c'est dans le cadre de cette maîtrise-là qu'on a fait une étude vraiment pour vérifier l'efficacité de cette intervention. Et on a été vraiment surpris des résultats, en fait. On a vu que c'était vraiment efficace pour améliorer la dextérité grossière, dextérité fine, fonction du membre supérieur, même équivalent des fois au-delà à des thérapies conventionnelles. Ce qu'on a vu aussi, c'est que les patients adoraient ça. Ils aimaient vraiment beaucoup l'entraînement. Ils pratiquaient à la maison souvent plus que ce qu'on avait demandé. Donc là, on s'est posé la question, OK, est-ce que c'est le fait que c'est motivant? Ce qui pourrait très bien être ça. Est-ce que c'est parce que je suis une bonne prof puis que ils ont vraiment aimé ça? Ou bien, est-ce que vraiment la musique y est pour quelque chose? Puis nous, basé sur d'autres études sur l'apprentissage de la musique, on avait comme hypothèse que la musique pouvait jouer un rôle. Donc, on a fait une étude d'imagerie mentale qui avait sensiblement le même protocole. On faisait ça auprès de personnes qui avaient un AVC chronique. On fait un entraînement de 3 semaines, 3 fois par semaine. Et puis, cette fois-ci, avant l'intervention, on faisait de la magnétoencéphalographie, donc pour aller voir les connexions au niveau du cerveau. Et on a vu une augmentation de la connectivité entre les ondes auditives et les ondes motrices. Donc, par exemple, un participant qui ne fait qu'écouter une pièce qu'il a pratiquée, il bouge pas les mains, c'est une écoute passive, bien, la zone motrice va être activée. Donc, c'est quand même assez puissant puisque c'est ce qu'on veut en réadaptation AVC, c'est stimuler la zone motrice. Donc, on peut voir que vraiment juste l'aspect musique est aussi un atout majeur pour cette intervention-là. Donc là, on sait que ça fonctionne, on sait que les participants aiment ça. Donc, on est en train maintenant de faire une étude plus de faisabilité. Donc, ça part du milieu clinique, mais on veut ramener ça encore au milieu clinique. Cette fois-ci, en fait, c'est une étude qui a aussi encore l'appui d'une bourse de support salarial d'une ergothérapeute ici au programme AVC. Et puis, on va aller vers une clientèle d'AVC sub-écu. Donc, on va cibler les programmes externes et le programme congé précoce assisté pour entraîner les participants. Et ça, bien, dans le but, éventuellement, peut-être d'implanter le programme ici à la Chière
ou dans d'autres milieux cliniques. Donc, très rapidement, pour conclure, comme je disais, notre but est vraiment d'essayer d'implanter ça dans les milieux cliniques comme une thérapie complémentaire. Mais notre vision ne s'arrête pas là. On voudrait aussi pouvoir poursuivre après, pas que ça s'arrête quand les patients ont leur congé, mais avoir une approche aussi dans la communauté où peut-être que ça pourrait se rejoindre avec l'aspect loisir aussi. Sur l'image ici, là, vous me voyez avec un participant, on faisait un duo qu'on vous a présenté. Donc, tout l'aspect concert, l'aspect ludique de la musique, ramener ça vers la communauté. Donc, voilà, le projet n'est pas terminé, on a encore bien des surprises là, à avoir avec ce projet. Voilà. La barre est haute de présenter après ça, mais Myriam est modeste parce qu'il y a plusieurs travaux qui ont paru dans des revues internationales. Il y en a 3 jusqu'ici. Et pour la phase en cours, ça se fait en partenariat avec Kim, avec Eva Kehaya, puis avec des partenaires, le SAM, si j'ai bonne mémoire, qui est là. La Société des arts en musique en milieu de centre. Wow. Alors voilà. Et Myriam a tellement aimé ça, la recherche, qu'elle est restée dans mon labo, et que je suis chanceuse d'avoir une ergothérapeute qui m'a dit non, mais qui coordonne. Mon labo est plusieurs projets cliniques parce qu'elle a été aussi impliquée au niveau du 15 jours dont j'ai parlé tantôt, au niveau d'entraînement de réalité virtuelle dont je vais parler brièvement. J'ai-tu un peu de temps? Une minute. OK, une minute. Je vais montrer une vidéo là. Dans ce cas-ci, c'est un projet qui émane de la recherche. C'était voulu. Donc, c'est l'équipe de recherche qui l'a conçu, mais basé sur des évidences. Ce qu'on a fait, on a impliqué des cliniciens dès le tout début. Donc, on a soumis une demande de fonds de financement aux IRSC qu'on a eu, mais il y avait sur notre équipe des cliniciens. Donc, voilà, ils ont fait partie du début. Donc, c'est un entraînement de réalité virtuelle où les gens s'entraînent dans des scénarios qui ressemblent à la vie réelle. Le but étant de les exposer à des challenges, mais tout en étant sécuritaire et contrôlé. C'est un exemple ici. Et ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a fait des focus group on a fait un prototype. Et on l'a présenté et à l'aide de focus group, on a raffiné notre prototype. C'était très, très dur de se présenter devant des cliniciens et de dire, on va faire un outil d'entraînement de réalité virtuelle. Là, vous n'êtes pas capable de s'imaginer nécessairement quoi, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible. Donc, on a pris l'approche de prototyper d'abord et d'aller vers les cliniciens. Faire ça rapidement. Focus group, puis on a aussi fait des tests. Alors, on a eu une ergo, une physio, 2 patients types, on les a mis là-dedans. On a testé, on a passé des questionnaires, on a pris des mesures et avec ça, on a raffiné. Ensuite, donc avant de se rendre trop loin dans le processus de développement d'une intervention technologique, ce qui est pas simple, là, on était mieux de s'arrêter en cours de route, en faire un petit bout, prendre l'input de tout le monde, le modifier, puis après ça, là, maintenant, on est en train de faire l'étude complète. On a travaillé fort, on avait des ingénieurs, des étudiants, des chercheurs, des cliniciens, des patients, de la technologie. Je vous passe ça parce que je sais que j'ai plus le temps. Ici, je voulais vous montrer simplement que un des défis qu'on a, c'est que la technologie évolue constamment. Ça n'arrête pas de changer beaucoup. Alors, vous voyez les vieux casques jusqu'aux casques plus récents. Les softwares vont changer, les environnements vont changer, les tapis roulants vont changer. Un autre défi, c'est de créer des programmes qui sont exportables à la nouvelle, aux nouveaux joujous qui vont sortir. En fait, alors ici, vous avez un tapis roulant omnidirectionnel qui est une patente avec un ADC qui s'entraîne très lentement. J'ai tout le temps? Éléments favorables et défis, il y en a qui ressemblent un peu à ce qui ont été dit. Les éléments favorables sont à gauche. Quand la question émerge du milieu clinique, c'est un facilitateur, c'est certain. Quand on a le support des gestionnaires, des chefs de programme, merci Kim, merci aux autres aussi, et des CRC qui nous appuient, c'est facilitant.
L'implication des cliniciens et de la population cible dans le développement du projet, c'est un facilitateur. Puis un programme dédié de financement, vous l'avez entendu, hein, il y a des bourses d'appui salarial pour les cliniciens. Grand facilitateur. On a les étudiants à la maîtrise professionnelle qu'on peut mettre sur ces projets-là, extraordinaire. Puis on a les nouvelles initiatives du CRE, vous l'avez entendu, mais c'est des programmes qui sont dédiés au questionnement clinique. Donc, ça, c'est un facilitateur. Pour les défis, on pourra en reparler plus tard, mais vous les voyez ici. Alors, voilà. Merci. Bonjour tout le monde. Alors, on va vous parler d'un projet, un beau projet de collaboration entre différents programmes cliniques et la recherche qui émane de la clinique. C'était une idée de Daniel, ce projet-là, puis qui a fait l'objet d'une bourse. Et je vais laisser Daniel commencer à présenter un petit peu avec le projet. Bonjour tout le monde. Moi, ça fait longtemps que je suis à l'hôpital privé, plus de 25 ans. Donc, beaucoup d'expérience au sein de la clientèle TCC, programme TCC. Je vais commencer par l'outil. L'outil technologique qui dont découle de tout le projet. C'est une caméra. Comme les GoPro. Cette marque-là, c'est un contour. Donc, on a du HD, on a du 180 degrés de champ de vision. 140 grammes. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a fixé avec un bandeau sur la tête de nos clients. Et donc, on savait exactement où est-ce qu'ils regardaient. Les rétroviseurs, les miroirs, les angles morts, on y avait. Donc, moi, j'ai travaillé un petit peu aussi en évaluation de conduite auto, pas longtemps, mais assez pour vivre des frustrations sur le plan clinique en lien avec des clients qui sont sur le bord de réussir, mais pas assez pour réussir. Fait que là, c'est des choix difficiles des fois. Puis là, on explique aux clients, il y a quand même des erreurs majeures, puis malheureusement, c'est pas tout à fait sécuritaire. Puis là, on a des clients qui dénient, qui reconnaissent pas leur situation, donc des problèmes d'autoperception là, si typiques là, de la clientèle cérébro-lésée. Donc, des fois, des réponses comme vous ne m'avez pas donné la chance, vous ne m'avez pas bien évalué. Là, je me disais, si seulement je pouvais leur montrer des faits précis, des données un peu plus objectives, ils verraient vraiment qu'il y a eu des erreurs. Non, je ne voulais pas telle vitesse. Tu sais. Avec ça, il y a un GPS intégré, puis on sait exactement la vitesse. Ça devient difficile de nier là, des faits là, objectifs comme ça. Donc, l'élément déclencheur, à la base, c'est de recevoir un courriel de la Fondation et du Centre de recherche qui dit libération salariale. Ça commence avec ça. Là, je fais lien avec cette caméra-là que j'avais vue dans une fin de semaine de ski là, avec des images super claires. Là, j'ai dit, ouais, ça, je viens de faire un lien, là. Ça pourrait être utilisé. Fait que ça a parti de ça. Après, j'ai contacté quelqu'un qui travaillait au service d'évaluation de conduite auto, Nancy Boulanger, qui m'avait formé l'année d'avant. Fait que je la connaissais bien, puis je m'entendais bien avec elle. Fait que je lui ai demandé si elle voulait participer. Là, elle me dit, ben non, je peux pas participer là-dedans, j'ai pas de connaissances de recherche. Je dis, non, on se comprend pas. Le juif, on a une culture où on a des collaborations avec des chercheurs, on n'a pas besoin d'avoir fait de maîtrise, tu vas voir. Fait que je l'ai convaincu. Je disais, en plus, je connais très bien quelqu'un, Isabelle Gina, qui est spécialiste dans le domaine. Puis non seulement c'est une spécialiste, mais je la connais même personnellement. Nos enfants ont été à la même garderie. C'est le conseil d'administration, fait que je peux te certifier que c'est une perle. C'est ça. Donc, le contexte, c'est après ça, évidemment, nos gestionnaires qui étaient tout à fait d'accord à nous libérer. Ça aussi, c'est une chance qu'on a, c'est un élément facilitateur. On a tout de suite après rencontré Isabelle qui nous a dit, intéressant votre idée, ça n'a pas été fait.
Évidemment, avec ses connaissances, la revue littérature était à moitié déjà faite. Mais elle dit, je pense pas qu'il y a quelqu'un qui a une caméra sur la tête puis travaille l'auto-perception. Je pense pas que ça a été fait. Puis elle dit, ça vaut la peine d'avancer dans ce projet-là. Fait que donc, les bases théoriques, l'auto-perception est souvent diminuée chez la clientèle, présentant un diagnostic d'AVC ou TCC. Cette habilité est reconnue comme étant un prédicteur important d'une conduite sécuritaire. L'utilisation d'une rétroaction à l'aide de vidéo peut améliorer l'introspection et la performance dans les activités de vie quotidienne. Ça aussi, c'est démontré. Oh, excusez, j'ai pas suivi mes flèches. L'amélioration de l'auto-perception est reliée à l'atteinte d'objectifs en réadaptation. Donc, les objectifs de l'étude étaient donc de développer une approche novatrice utilisant une caméra vidéo lors des entraînements sur route et d'évaluer l'applicabilité ou la faisabilité de cette approche technique-là, parce que la caméra, là, c'est sur la tête, ça ne va pas bouger, est-ce qu'on va bien voir dans l'auto? Donc, il a fallu, évidemment, là, essayer de valider et expérimenter un petit peu avec ça, puis d'évaluer l'impact de l'intervention finalement. Est-ce que les capacités d'autoperception s'améliorent avec cette approche-là? Et finalement aussi, est-ce qu'ils réussissent plus le test? C'était ça, là, en gros, notre étude. Je passe le flambeau à Isabelle pour la suite. Oui, en fait, l'idée de Daniel était vraiment intéressante parce qu'on a très peu de moyens. L'autoperception, c'est difficile à entraîner. On le sait, vous savez, avec les différentes clientèles, c'est clé pour la conduite auto. Sauf qu'on n'a pas vraiment d'outils disponibles, puis on n'en avait pas à cette époque-là. Ça fait quand même presque 10 ans qu'on a fait ce projet-là. Alors, c'était vraiment intéressant d'essayer de voir est-ce qu'on peut faire une rétroaction au niveau des perceptions en montrant une vidéo, parce que c'est ça, les clients, souvent, vont tout a bien été, j'ai pas eu de problème. Alors, ce projet-là, moi, m'intéressait grandement, puis ça un besoin. Puis aussi, ce qui était très intéressant, c'est qu'il y a toute la image en deux programmes. Programme conduite auto, programme, pour moi, PCC. alors que souvent, conduite auto fait ces choses en stylo, puis les programmes aussi. Donc, cette arrimage-là, je trouvais que c'était vraiment intéressant. Alors, on a fait toutes les étapes là, régulières en termes de projet. Je veux juste mettre l'emphase sur certains aspects qui relient certains facilitateurs et défis, entre autres le choix de la caméra. Par chance, Daniel est plus technologique que moi. Alors, puis tu avais déjà vu cette caméra-là, mais un de nos enjeux, c'est qu'on n'avait pas un gros budget. Parce qu'il existe toutes sortes de systèmes de caméras, des choses, comme Anouk disait, la technologie évolue. Maintenant, on a des meilleurs systèmes à moindre coût. Mais à l'époque, c'était 2 caméras que ça prenait dans l'auto. En tout cas, on n'avait pas ces moyens-là. Et c'était de voir vraiment trouver quelle est la meilleure technologie qui nous permet justement de pouvoir voir où les gens regardent. Alors, cette caméra-là semblait comme étant vraiment là, ce qui était le mieux. D'autres défis aussi, c'était plus au niveau technologie puis arrimage entre les deux programmes. Je vais vous expliquer le protocole un petit peu plus dans la prochaine diapositive, mais il y avait des enjeux de downloader les vidéos. On filme 1 heure d'intervention, mais après, il faut reviser ça avec le client en salle. Alors, il y avait les questions des serveurs, les questions du temps que ça prenait. Fait qu'il y avait toute une logistique qu'il a fallu aussi travailler, puis s'arrimer aussi avec les services technologiques à l'hôpital. Le développement aussi de l'approche un petit peu plus structurée, c'était aussi des aspects là, sur lesquels entre autres, on a travaillé là, au niveau de l'approche. C'était une étude vraiment, étude pilote, hein, vraiment expérimentale en termes de faisabilité. Alors, on voulait une clientèle AVC, TCC qui avait échoué au test routier lors de l'évaluation par le programme de conduite auto, mais qui avait des enjeux au niveau de l'autoperception, mais il y avait quand même un potentiel de récupération qui était noté lors de l'évaluation. Alors, on a recruté 5 participants, donc c'est une petite étude, mais j'ai trouvé les résultats quand même très intéressants. Juste pour vous montrer un petit peu la fameuse caméra, ce qu'on voit, on va juste montrer un petit extrait en espérant que ça va fonctionner.
Donc, en fait, la procédure, c'est qu'il y avait le client qui a l'échec sur le test, au niveau du test routier. On avait des résultats de cette évaluation-là. Et on a fait aussi une évaluation d'auto-perception. Donc, le client, l'usager, répondait à un questionnaire d'auto-perception. L'ergothérapeute qui avait fait le test aussi remplissait le questionnaire d'auto-perception en termes de, bon, quelles sont les forces, les faiblesses, comment la personne se perçoit, puis comment elle perçoit sa performance là, au niveau de la route. Par la suite, l'ergothérapeute en conduite auto élaborait un plan d'intervention en fonction de ce qu'elle avait vu au niveau de l'évaluation, quels étaient les aspects à améliorer au niveau de l'autoperception. Et par la suite, il y avait en fait l'intervention sur route avec le moniteur, avec la caméra, ce que vous avez vu. Et par la suite, les vidéos étaient révisées par Daniel, où il y avait des empasses puis des explications qui étaient faites. Et ça, on l'a répété 6 fois. Donc, ça s'est fait là, sur 6 fois les 2 séances, si vous voulez. Et par la suite, bien, on a fait un autre test, finalement, une réévaluation sur route. Et on a refait aussi des questionnaires d'autoperception, des ergots et aussi des participants. Puis, on a aussi fait des entrevues là, au niveau de la satisfaction. Et très brièvement, les résultats en termes d'applicabilité, les commentaires qu'on a reçus du moniteur de conduite, des thérapeutes, des participants, vraiment en termes de temps, parce il y avait quand même un enjeu là, au niveau du temps, c'était quand même, vous trouviez que c'était quand même satisfaisant, là, même s'il y avait du temps qui devait être mis, par exemple, pour reviser les vidéos avant de rencontrer le client. La technologie aussi, c'était aussi une inquiétude, surtout que la caméra est mise sur la tête. Hein? Alors, est-ce que c'est bien perçu par les clients? Quelqu'un qui doit mettre quelque chose sur sa tête? Les participants nous ont dit qu'après un certain temps, ils oubliaient qu'ils avaient la caméra sur la tête. Alors, c'était quand même positif. Puis, les perceptions étaient quand même bonnes. La plupart des participants, je dirais la majorité des participants ont trouvé que ils ont trouvé ça aidant de faire ce type d'intervention-là. C'est sûr qu'on en avait seulement 5. Alors, on ne peut pas le généraliser, c'est sûr. Je peux ajouter un fait très important, c'est que certains ont échoué, mais ils ont compris et accepté beaucoup mieux le fait d'échouer. Tout ça, je trouvais que c'est un apport très significatif. Oui, ça, c'était vraiment tout à fait bon, Daniel. C'est juste de pouvoir aider à faire le deuil de la peine du permis. Puis, juste un fait intéressant, c'est que en fait, ça, c'est les résultats des évaluations d'autoperception. Ces barres en bleu là, sont avant l'intervention, en rouge après l'intervention. Et la barre, ça reflète la différence entre la perception de l'ergothérapeute et le participant. C'est presque fini. Et le participant. Et comme vous voyez, plus la barre est grande, plus il y a une différence entre les deux. On a 2 participants qui ont réussi au niveau du test routier, puis ce sont ceux où on voit vraiment qu'il y a eu une amélioration nette là, au niveau de... C'est intéressant là, de voir ces résultats-là, malgré qu'il faudrait voir plus de clients. Et c'est la dernière diapo. En termes de retombées, c'est sûr que ce qui était intéressant, c'est qu'on a un protocole qui a été développé. Il y a eu aussi du mentorat qui a été fait, puis il y avait une collaboration qui a été établie entre les programmes conduite auto et les programmes cliniques. Il y a eu aussi diffusion qui a été faite, il y a eu une publication, des présentations et et aussi on a pu intégrer certains de ces aspects comme l'utilisation de la caméra. Quand est-ce qu'on fait ces entraînements-là? Avant de faire l'évaluation pour le permis ou pas. Alors, c'est toutes des choses qui ont été intégrées même dans la formation des futurs étudiants ou cliniciens dans les différents programmes. Alors, je me termine. Merci. Donc, merci beaucoup à tous nos conférenciers, nos conférencières. Et on ouvre pour des questions. Moi, j'ai une question pour Marianne. Je trouve ça fascinant. Je me souviens quand tu as fait ta maîtrise McGill d'étudiante, j'avais encore plein de questions. Je trouve ça tellement fascinant, comment tu utilises le piano.
Est-ce que une partie oui, ils ont eu du plaisir, ils ont aimé ça, mais est-ce que ça a été menaçant au début de montrer, par exemple, un monsieur ou une madame d'un tel âge, là, vous allez apprendre le piano? Est-ce qu'ils ont vu ça comme, tu me demandes, c'est comme en ergothérapie, des fois, on leur fait faire des dessins qui sont projectifs, puis ils disent, ben moi, je suis pas bonne en dessin. Est-ce que tu as eu ce genre de réaction-là? Tous les patients. OK. Tout le monde me dit, mais moi, je joue pas de la musique, je suis pas musicien, puis je dis non, même que c'est pas ce qu'on veut, mais oui, c'est intimidant au début, puis ça prend, c'est sûr que, tu sais, c'est très user-friendly comme programme, mais ça demande quand même un petit peu d'habituation. Donc, la première session, des fois, c'est plus difficile, mais on dirait qu'une fois qu'ils embarquent, tu sais, il y a un peu l'aspect, oui, c'est de la musique, mais il y a un petit peu un aspect jeu vidéo. Tu sais, comme ils ont un score à la fin, ils savent combien ils ont fait d'erreurs, donc on refait les mêmes. C'est ça. Donc là, ils deviennent super motivés. Ah, je vais essayer de le faire avec moins d'erreurs, le jouer plus vite. Donc, rapidement, ils embarquent. Ouais. Bravo, c'était vraiment des bons. J'ai un commentaire et une question. Isabelle, votre étude pourrait aider aussi les relations de couple, hein? Tu réponds que je conduis très, très bien, les bonnes affaires, moi. Oh! En voyant justement C'est les perceptions, c'est plus ça, c'est une question plus sérieuse. Peut-être pour tout le monde, c'est le CRIR, les chercheurs du CRIR, vous avez une façon de travailler en collaboration avec la clinique qui est extraordinaire. Vous avez en place des mécanismes et ça fait partie intégrante de la recherche que vous faites. C'est vraiment extraordinaire parce que ça permet des retombées. Quelqu'un de bien souligné, là, l'adhésion aux résultats, comment ça va modifier, comment ça va apporter une nouvelle pratique. C'est extraordinaire. Pendant la pandémie, ça va être super tough. Tout le monde, parce qu'il y avait pénurie, pas possibilité de collaborer. Puis je me souviens, là, on faisait des pieds et des mains pour être capable de trouver une façon de collaborer ensemble. Et je me dis, comment on peut faire maintenant pour aller encore plus loin dans cette collaboration-là? Comment peut-on encore mieux imbriquer la recherche et la clinique et faire un pas en avant? Je vous lance cette question-là comme ça, parce que vous faites déjà, c'est un exemple à ce niveau-là, donc peut-on aller plus loin encore? J'ai ma mère. OK, tu peux y aller. Je suis pas sûre que tu vas aimer ma réponse. Oui. Mais je vais être honnête. Moi, je pense que tous ceux qui travaillent avec des cliniciens, puis qu'on a à justifier les heures sur les projets, libérer les gens pour les projets. Je pense que s'il y avait plus de soutien du côté du système et de l'organisation, si on était capable de démontrer les retombées de la participation des chercheurs sur les compétences de la personne et sur le client. Tu sais, c'est pas des études faciles, c'est pas toujours linéaire. Parce que ce qu'on a entendu, tu étais là au table, on a eu des gestionnaires nous disent, montrez-nous le coût. Il y avait une question de coût aussi, parce que dans une pénurie de main-d'œuvre, de demander, nous, on veut des cliniciens qui fassent, mais c'est difficile. Fait que c'est comment est-ce qu'on peut avoir un buy-in du point de vue du système, de l'organisation, qu'est-ce que ça prendrait? Là, on pourrait se rejoindre. Je ne sais pas ce que pensent d'autres. Moi, c'est mon expérience avec mes projets. Parce que c'est pas qu'il veut, c'est pas un manque de volonté, donc il me dit attends, ta recherche avec nous. Oui, la culture de la recherche est encore après. Oui. C'est parce que Kim m'a souvent dit, ben là, Vicky, je vais voir ce qu'il me dit pour les patients. I'm brought you to the fight. We get along and we're good friends. No, but how many times did you say, Leaky, I barely have enough clinicians to treat the patient? It's not a manque de volonté when we have this workforce shortage that we have. J'ai Christine en ligne. Christine? Oui, qui fait dire que tu y as volé ta question. Ah, ben, je fais plaisir. Puis qu'il y a justement qu'il posait une question à savoir les pistes à explorer pour mieux soutenir les cliniciens. Fait que ça l'a demandé. Je pense que la bourse salariale, c'est déjà une étape. Un facilitateur, mais très important.
Oui, mais ça façonne déjà au départ un travail de collaboration. Oui, puis il y a des heures qui sont, mais il y a toujours, pour rendre les services cliniques, c'est toujours la difficulté d'avoir assez de gens pour donner les services, mais ça, je pense qu'on est déjà Une des raisons de ma préambule à la présentation de Lise, c'était justement pour dire que le CIS, on a décidé d'avoir le speed dating, c'est une excellente idée, mais de financer C'est vraiment l'idée, puis souvent, c'est des idées qui viennent des intervenants qui ont des praticiens qui connaissent le terrain, puis qui connaissent les besoins aussi, puis viennent élever les chercheurs, puis ensemble, il y a du mouvement. Parce que c'est valorisé par le système. Je peux juste témoigner que j'ai eu une bourse. C'est comme un développement de programme. Moi, je travaille social de formation. Pas physio, pas ergo. Ça, puis un projet sur les lésions médulaires non traumatiques. Mais pour vraiment valider, on avait l'impression sur le terrain d'une augmentation des lésions médulaires, mais on n'avait rien qui nous permettait de le quantifier et de justifier le développement qu'on voulait faire. Fait que c'est à partir de là qu'on est allé voir comment on pourrait démontrer vraiment que, effectivement, de plus en plus un programme de lésions médulaires notamment. And I used it to ask for money. There you go. So the evidence helped you, Des fois aussi, moi, je travaille au social, c'est pas les travailleurs sociaux souvent qui vont être les premières à aller dans la recherche, mais pour ouvrir à d'autres cliniciens, juste que les physiothérapeutes, d'autres professionnels qui ont un impact majeur sur les processus de réadaptation, qui sont souvent pas, qui se disent, ben, ça me concerne pas la recherche, mais c'est pas vrai. On avait une question. Je pourrais réagir, que je répondrais à Alice. Et penser, c'est super stimulant de voir, tout ce projet est hyper intéressant. Moi, ça m'intéresse beaucoup au niveau des professionnels aussi, puis voir s'il y a quelque chose qu'on peut regarder pour soutenir vos idées futures, mais il y a quelque chose d'intéressant là. Puis, ma question au départ était à Isabelle et Daniel, est-ce que vous avez pensé élargir à d'autres clientèles? Parce que je pense qu'au sous-principe, à manger, c'est intéressant aussi. Je ne sais pas si c'était dans vos clients ou là. Pas dans les lignes, mais sûrement. Donc, c'est sûr que c'est, dans le fond, on a commencé avec cette clientèle-là, qui était maintenant intimidée par beaucoup de programmes, pas nécessairement le protocole exact qui a été développé ici, mais l'utilisation de la caméra avec des éléments, quelque chose qu'on tester aussi. On n'a pas vraiment assez de données probantes. Les gens le voient cliniquement, voient que ça peut avoir des impacts, que ce soit de réussite ou que ce soit au niveau de prendre une confiance puis faire un meilleur coup d'œil de là. Et oui, c'est quelque chose qui. Et on a, en termes d'intervention, on se il est 1h30. Donc, si vous avez des questions, vous êtes d'accord, on peut rester, on peut répondre à quelques questions pendant quelques minutes. Moi, j'ai des étudiants à aller parler. Ouais, ça va être moi aussi, d'ici le temps, je sais que quand même 2 heures, ça ne fait pas très vite, mais. Donc, merci beaucoup. On va terminer. Merci.